Bonjour, je suis absolument désolé de ne pas pouvoir être des vôtres aujourd'hui, mais j'ai tenu quand même à vous parler par ce moyen plus impersonnel. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors nous sommes ici pour parler de développement durable et d'un territoire d'excellence, de viticulture, adapté aux problèmes du XXIe siècle. Alors c'est vrai que c'est intimidant de parler d'amélioration dans le temple de la viticulture mondiale. Vous êtes d'un côté au top niveau mondial, et moi j'ai un peu la lourde tâche de vous expliquer que vous pouvez encore énormément progresser. Parce que vous êtes au top niveau mondial d'une viticulture du XXe siècle. Le XXIe siècle, c'est pas pareil que le XXe. Alors c'est toujours difficile de juger le XXe siècle avec le regard du XXIe siècle. Vous savez, moi j'ai été diplômé en 1972, diplômé ingénieur. Personne ne m'a dit que la planète allait se réchauffer. Personne ne m'a dit que les ressources étaient limitées. C'est quand même incroyable, 1972. Et à ce moment-là, il fallait produire. Et donc l'agriculture française a fait des progrès absolument extraordinaires, et en particulier la viticulture. Et on est devenu un très grand pays agricole, et le premier pays de viticulture au monde. Alors maintenant, on est au XXIe siècle. Au XXIe siècle, la planète se réchauffe. Enfin, mais je crois qu'on n'a pas encore suffisamment tiré les conséquences de cet énorme défi. La planète se réchauffe. Enfin, tout le monde se souvient, cet été, quand même, c'est incroyable de nier le réchauffement climatique. Je veux dire, la planète, je ne dis pas qu'elle était à feu et sang. Enfin, ça brûlait sur la moitié de la planète, c'était des inondations de l'autre côté, des cyclones partout. Alors nous, par exemple en France, les cyclones, on n'en a pas trop, mais dans tout le sud-est, la Méditerranée est beaucoup plus chaude que d'habitude, les tempêtes sont beaucoup plus fortes. Voilà. Et puis, vous attendez la prochaine tempête dans les Landes, excusez-moi de vous le dire, mais les arbres que vous avez plantés dans les 10 dernières années, vous ne les récolterez pas. Il y aura des tempêtes, forcément. On est à côté d'un océan, les vents viennent de l'ouest, et les pins maritimes ont une fâcheuse tendance à tomber quand le vent souffle. Donc, le réchauffement climatique, c'est vraiment le problème de notre génération, et c'est le problème des agriculteurs. Parce qu'ils sont 3 fois concernés. Ils sont une première fois concernés parce que c'est les principales victimes. Parce qu'on peut dire les plombiers et les marchands de téléphones portables sont victimes du réchauffement climatique. Mais enfin, ceux qui sont vraiment victimes, c'est ceux qui utilisent l'atmosphère, ceux qui utilisent l'eau, ceux qui utilisent la température, ceux qui craignent le gel, le grêle, les tempêtes, les maladies, les épidémies, c'est-à-dire les agriculteurs. C'est les principales victimes. Mais c'est aussi des gens qui provoquent énormément de réchauffement climatique. Alors, pas tellement les viticulteurs, plutôt les éleveurs, on va dire. Enfin, quand même. L'agriculture émet énormément de gaz délétères, et le problème, c'est que les gaz délétères qu'émet l'agriculture sont beaucoup plus réchauffants que le gaz carbonique. Voilà. Et donc, c'est vrai que finalement, l'agriculture provoque beaucoup de réchauffement de la planète, alors que justement, c'est une des principales victimes. Donc, c'est un peu une contradiction. Et puis il y a une chose qui est très intéressante face au réchauffement climatique, c'est que l'agriculture est aussi une des seules solutions au réchauffement climatique. Parce que comme vous savez, on a envoyé énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc la première idée, c'est arrêtez tout. Bon. Mais la deuxième, c'est ces gaz à effet de serre, ce carbone qu'on a balancé là-haut, on ne peut pas le récupérer et le fixer dans le sol. Là encore, il n'y a que les agriculteurs pour faire ça. Comment on fait pour capter du carbone de l'atmosphère et le fixer? On couvre le sol en permanence et on plante des arbres. À votre avis, c'est qui? C'est les coiffeuses? Non, c'est évidemment les agriculteurs. Alors les viticulteurs ne peuvent pas se mettre en dehors de tout ça. Ils sont complètement à l'intérieur de ce défi du réchauffement climatique. Ce triple défi. Il faut produire malgré le réchauffement climatique, il faut arrêter de réchauffer l'atmosphère, et si possible, il faut la refroidir. Et puis le deuxième défi, c'est le défi de l'épuisement des ressources,
et particulièrement de la biodiversité. Alors, tout le monde a pu voir dans la presse, enfin, c'est extrêmement préoccupant. Ben déjà, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour s'apercevoir qu'on peut aller de Bordeaux à Toulouse en voiture l'été sans nettoyer son pare-brise. Je veux dire, ça, la perte du nombre d'insectes, mais c'est hallucinant. Quand j'étais jeune, ben, chaque fois qu'on prenait de l'aisance, on en prenait beaucoup plus souvent de nettoyer le pare-brise, on n'y voyait rien. Alors ça, bon, c'est un peu une anecdote, mais les insectes sont en train de s'effondrer, et tous les animaux qui mangent les insectes aussi. Les oiseaux, voilà, les lézards, les grenouilles, les crapauds, etc., etc. Bon, c'est une erreur de penser qu'on s'en fiche. Alors bon, le problème c'est qu'il n'y a pas de comité de défense de tous les animaux. Il y a des comités de défense des ours et des loups. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus important pour la survie de l'humanité. Pour la survie de l'humanité, il faudra un comité de défense des vers de terre, un comité de défense des abeilles, pour commencer. Alors bon, les abeilles, ils en ont un petit peu. Mais tous les autres, comités de défense des carabes, etc., etc. Et malheureusement, ben, il n'y a pas tellement. Et si on n'a plus de biodiversité, alors qu'en plus toutes les autres ressources énergétiques, minérales, ou bien les ressources d'engrais, par exemple le phosphate, c'est un énorme problème pour l'agriculture mondiale qu'on va bientôt plus avoir de phosphate. Si tout ça s'épuise, et qu'en plus c'est beaucoup plus difficile l'agriculture à cause du réchauffement climatique, ben ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être évident de pouvoir continuer tranquillement à faire du bon vin et à le vendre dans le Bordelais. Alors il faut donc impérativement changer. Et c'est là que je suis gêné, moi qui suis-je, pour vous dire, vous êtes les meilleurs du monde, mais vous devez changer. Mais oui, vous devez changer. Évidemment que vous devez changer. Parce que votre viticulture, elle est du XXe siècle, elle n'est pas du XXIe siècle. Elle s'est développée quand le climat était à peu près stable, et quand les ressources naturelles étaient encore apparemment très, très abondantes. Alors, une des choses qu'on a trouvées, et entre nous, on en abuse dans la viticulture, pour pouvoir produire malgré tout, à toute vitesse, en forçant la terre, ça a été de l'empoisonner. Et là, il faut se rendre compte que toute cette chimie qu'on a mis sur nos plantes et sur nos sols, quelque part, c'est un aveu d'incompétence, c'est un aveu d'impuissance. C'est parce qu'on ne connaît rien qu'on tue. Et là, on a un véritable tournant de l'histoire mondiale. Nous ne connaissons rien à la nature et nous avons regardé ailleurs depuis 50 ans. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ça, on ne connaît que 10% des êtres vivants. Alors c'est vrai que la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, mais comment ils font pour compter les 90 ? Ben, c'est assez simple. On connaît toutes les grosses bêtes. Ah ben, les rhinocéros, on les connaît, les girafes, on les connaît. Ben, les petites bêtes, les souris, déjà pas beaucoup. Alors les toutes petites, les bactéries, rien du tout. Or, il y a bien plus de petites bêtes que de grandes bêtes. Et l'ensemble de ces petites bêtes a une action considérable. Et d'ailleurs, on peut voir que les deux systèmes de production agricole qui produisent le plus n'ont jamais eu la main de l'homme, n'ont jamais eu de pesticides, n'ont jamais eu de labour. Hein. C'est la forêt tropicale et la prairie naturelle. Ben, c'est toutes ces petites bêtes qui s'entendent entre elles. Mais comme on ne les connaissait pas, et qu'il y avait une énorme diversité, on en avait peur, et on s'est dit, ben, pour être tranquille, on va les détruire. Alors on invente l'herbicide, le fongicide, l'insecticide, etc., etc., tous les cides, quoi. Bon, mais c'est un aveu d'incompétence. Il faut se rendre compte que dans 1 gramme, je dis bien 1 gramme de terre végétale de forêt, il y a 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons. Moi, on en connaît combien? Ben, attends, ici, ils sont si nombreux, c'est bien qu'ils servent à quelque chose. Sous 1 mètre carré de sol de nos vignobles, il y a 230 millions d'êtres vivants. 230 millions. On en connaît combien? Ben, rien du tout. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on va pouvoir faire connaissance avec cette liaison extraordinaire du monde du silicium, le monde du calcul, d'Internet, de l'informatique, de la précision, et le monde du vivant. Le monde du vivant est bien plus puissant en soi, hein, le monde du carbone, que le monde du silicium. Et nous allons pouvoir enfin lier ces deux mondes, lier ces deux révolutions de l'infotech
et de la biotech. On va faire enfin connaissance avec ces 230 millions d'êtres vivants. Et du coup, il faut se rendre compte que tous nos principes vont changer. Alors, par exemple, il y a des problèmes d'engrais. Écoutez, l'engrais, c'est pas un produit chimique qu'on déverse. L'engrais, ça doit se cultiver, évidemment. Il faut fixer du carbone et de l'azote en permanence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de labourer. Labourer, apparemment, labourage et pâturage, etc., c'est très important. Mais c'est une méthode très primitive de stimuler la vie du sol. D'ailleurs, ça ne stimule pas la vie du sol, ça la détruit, toute la vie du sol. Et donc, il faut cultiver nos champs 365 jours par an. Tout rayon du soleil qui nous fait l'honneur d'arriver sur la terre doit fixer du carbone et de l'azote, c'est tout. Et on fait au moins 2 récoltes par an. On récolte l'été, d'accord, pour manger ou pour boire, et puis l'hiver, on fait une récolte d'engrais. Donc, par exemple, c'est assez simple de dire la France ne devrait jamais être marron. La France, elle devrait être verte ou blanche quand il y a de la neige, mais le marron devrait être interdit dans ce pays. Le marron, ça veut dire clairement qu'on n'utilise le soleil que 6 mois par an. Mais on n'a pas les moyens d'économiser. Il faut utiliser le soleil 12 mois par an. Bon, pas la nuit, c'est tout. Alors ensuite, les herbicides, par exemple. En ce moment, le glyphosate n'a pas la cote. Mais pareil, c'est une méthode très primitive d'utiliser des herbicides. En fait, l'herbicide, ça se cultive. Ce qu'il faut, c'est regarder des plantes de service, des plantes qui nous rendent service. Alors par exemple, l'herbicide, ça consiste à sélectionner des plantes qui sont adaptées à son sol, à son canton, etc., mais qui poussent plus vite que les autres. Les premières à pousser, elles poussent les premières, elles sont là. Ensuite, on les prend avec des feuilles suffisamment grandes pour qu'elles fassent de l'ombre aux autres. Je pousse en premier, je fais de l'ombre aux autres, j'empêche les autres de pousser, ça s'appelle comment? Herbicide. Donc il faut cultiver des plantes herbicides. Mais attendez, on va en plus les sélectionner pour qu'elles gèlent l'hiver, pour qu'elles se transforment en engrais. Donc c'est vrai que c'est une agriculture très compliquée. On sort d'une agriculture mal au dos, on rentre dans une agriculture prise de tête. Alors c'est pareil avec les insecticides. C'est très primitif de mettre du produit qui tue tout finalement, avec beaucoup d'effets collatéraux, par exemple sur les abeilles et les autres pollinisateurs. Mais non, mais là, ça s'élève, l'insecticide. C'est-à-dire on va élever des bébêtes qui mangent les bébêtes, qui mangent nos plantes. C'est très primitif de détruire toutes les bêtes. Donc il faut des animaux auxiliaires de culture, et il faut des plantes de service. Et la première plante de service, c'est l'arbre. Alors l'agriculteur, depuis 50 ans, il considère que l'arbre, c'est l'ennemi de l'agriculture. Vous vous rendez compte qu'on a quand même subventionné les agriculteurs pour retirer 200 000 km de haies. Faire des fers, c'est toujours travailler. Maintenant, il faut remettre des arbres. Et on découvre maintenant que l'arbre, il se marie très bien avec le bon vin. C'est pas qu'il... très provisoirement, sur 50 cm, il va baisser la productivité. Mais globalement, partout où il y a des arbres, le vin est bon, il est meilleur, et il y a moins besoin d'insecticides, d'herbicides, etc. Et donc c'est un changement complet qu'il faut faire. Il faut passer du monde de la chimie et de l'énergie, à un monde chimiquement intensif, à un monde écologiquement intensif, une agriculture et une viticulture intensif en vers de terre, en abeilles, en arbres, en association de plantes. Et ça, c'est un énorme défi, mais je suis tranquille que les gens qui ont su devenir les meilleurs du monde pour le vin, ils pourront aussi devenir les meilleurs du monde pour le vin écologiquement intensif. Mais il y a un énorme travail à faire pour y arriver. Je suis sûr que vous allez y arriver. Bon colloque à vous.